Quels sont les vrais intérêts de la France au Niger? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on nous dise la vérité. La dernière actualité qui fait énormément réfléchir, c'est le fait que les autorités militaires au Niger ont demandé à l'ambassadeur de France de quitter le pays. Pourquoi? Parce que ce dernier ne se présentait pas aux convocations qu'elle lui donnait et donc, de fait, ne respectait plus les autorités qui dirigent de fait le pays. La réplique de la France n'a pas tardé, au travers d'un communiqué de l'AFP, dans lequel il était très clairement spécifié que la France ne reconnaît pas du tout les autorités putschistes au Mali et donc n'entend aucunement se soumettre à une quelconque injonction que ces derniers donneraient. Donc en gros, que ces autorités-là disent qu'elles veulent que l'ambassadeur de France parte, ça ne compte absolument pas parce qu'elles ne sont pas reconnues. On ne reconnaît que les autorités légalement, enfin, les autorités constitutionnelles. Donc en gros, le président Bazoum. La première question que je me pose, c'est pourquoi on n'a pas fait la même chose au Mali? Pourquoi, quand le Mali a décidé de révoquer l'ambassadeur de France, on n'a pas dit « il ne bouge pas parce que ce sont des putschistes qui sont au pouvoir ». Pourquoi, quand c'était le Mali, on a débarqué l'ambassadeur du Mali, il est parti. Et quand le Niger fait la même demande, on rétorque que non, ce sont des autorités putschistes. Et donc, on n'obéit pas à ce que les putschistes demandent. Pourquoi c'est très intriguant cette histoire? Parce que j'ai essayé de regarder quand même les chiffres en me demandant, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi la France ne veut pas partir du Sahel? Vous vous rappelez des journalistes que je vous ai montrés ici à plusieurs reprises et même des hommes politiques qui, de manière très claire, ont dit dans des médias que la France doit tout faire pour rester au Niger. La France ne peut pas quitter le Niger. Mais quand vous parlez comme ça, du pays d'autres personnes, sur quelle base tu peux décider que tu ne partiras pas du pays de quelqu'un d'autre? Sur quelle base peut-il y avoir un putsch militaire dans un pays et toi, on te dit, rentre chez toi, tu dis, je ne bouge pas. Première chose, ceci n'est possible bien évidemment qu'à cause de la faiblesse des États africains. Je vois mal la France aller en Inde, dire, je ne bouge pas parce qu'il y a eu un coup d'État et on me demande de partir. Je vois très mal l'armée française aller au Vietnam, dire, en Asie, dans le pays d'Asie que vous voulez. Je vois très mal la France être engagée militairement en Asie et il y a un putsch militaire et les militaires du pays disent à la France, vas-y, tu rentres chez toi et l'armée française, les autorités françaises disent, on ne bouge pas. Dites-moi dans quel pays vous pensez que la France peut faire ça en Asie. Dites-moi, dans quel pays vous pensez que la France peut faire ça en Asie? Je vais m'aller plus loin. Dites-moi dans quel pays vous pensez que la France peut faire ça? En Amérique latine? Au Venezuela? Au Venezuela? Où? Dites-moi dans quel pays vous pensez que il y a un putsch, un problème interne, parce qu'il faut le rappeler, hein, c'est un problème interne. Il y a un putsch militaire dans un pays. On décide que l'armée française, l'armée américaine, l'armée, tout ce que tu veux, vous partez. Et l'armée étrangère dit que je ne bouge pas. On ne fait ça qu'aux Africains. On ne peut faire ça qu'aux Africains. Parce que les Africains sont faibles. Parce qu'en fait, quand la France dit qu'elle ne bouge pas, c'est un défi très clair pour dire aux autorités nigériennes, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je reste. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les populations vont descendre dans la rue? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que du coup, c'est une position très compliquée. Tant que l'ambassadeur de France est dans les locaux de l'ambassade, il est en territoire français. On sait que les ambassades, ce sont des locaux qui appartiennent, bien évidemment, au pays qui est là. C'est-à-dire que l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, c'est la France. Mais ça veut dire que cet ambassadeur, il est assigné à résidence. Il ne peut plus sortir. Parce que s'il sort, les autorités nigériennes peuvent l'interpeller. Comment ça va se passer? Il ne sortira plus. Il ne bouge plus de l'ambassade. Il vit là, il dort là, il ne sort pas. Parce que s'il sort, les autorités nigériennes peuvent l'appréhender. Ou alors il va sortir et les militaires français vont faire sa protection dans Niamey. Ça va donner quoi comme situation? Regardons les chiffres. Franchement, je veux que vous me disiez pourquoi l'armée française ne veut pas partir. On sait tous que tout a commencé au Mali avec l'opération Barkhane, quand la France a envoyé 3000 militaires. Mais il faut savoir qu'en 2020, les effectifs de la France sont allés jusqu'à 5000 hommes.
Ok? Tous les militaires français dans le monde, en 2021, étaient de 7000 hommes. Ça dit qu'au Sahel, on avait plus de 2/3 de la présence militaire française dans le monde, au Sahel, pour lutter officiellement contre le djihadisme. D'après les chiffres, en 2020-2021, la France a dépensé, tenez-vous tranquille, 880 millions d'euros pour la présence française au Sahel. 880 millions d'euros sur un an, ça fait 2,4 millions d'euros par jour. 2,4 millions d'euros par jour. Si la France est prête à dépenser 2,4 millions d'euros par jour pour maintenir ses militaires au Sahel, elle peut donc donner la moitié de cet argent à ces pays-là pour qu'ils se structurent. Puisqu'au final, elle dépense déjà cet argent pour ses militaires. Elle peut donner la moitié, les 2/3 de cet argent pour que d'autres militaires meurent. Parce qu'au final, ce sont des militaires français qui sont morts. On a plus d'une 50aine de familles qui ont été endeuillées au Sahel. Familles françaises. Donc, la France gagnerait à donner cet argent au Niger, à leur dire: gérez votre crise, gérez votre guerre de votre côté, c'est votre problème, ça ne nous concerne plus. La France pourrait dire ça: gérez votre crise, on vous donne l'argent. Mais ils ne le font pas. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut nous dire quels intérêts? Parce que tout le monde dit oui, la France est au Sahel pour ses intérêts, mais est-ce qu'on peut dire précisément de quels intérêts on parle? Est-ce qu'on peut dire précisément quels sont ces intérêts-là aujourd'hui qui font que la France est prête à se mettre en porte-à-faux avec tout un continent? Parce que tout le monde voit, tout le monde suit de très près. Et ce genre de position contribue à accroître le ressentiment, contribue à accroître le ressentiment vis-à-vis de l'armée française. Parce que quelle idée de penser que tu vas aller dans le pays de quelqu'un, on te demande des parties, tu dis que tu ne pars pas. Mais tout le monde voit ça. Internet a fait que maintenant tout est visible. Comment justifier ça et venir dire après, la France-Afrique n'existe plus? Comment venir dire aux gens après, nous avons mis un terme à la France-Afrique? Mais, excuse-moi, si tu dis vraiment que c'est pour aider quelqu'un que tu es venu, mais attends, et que la personne ne veut plus de ton aide, mais laisse-la dans sa merde. Laisse-la dans ses cacas. Laisse-la dans ses bêtises. Et elle va bien se rendre compte de tout ce que tu lui as apporté. Parce que l'armée française est partie du Mali. Aujourd'hui, le Mali est confronté tout seul aux djihadistes. Et il y a aujourd'hui une recrudescence des djihadistes au Mali qui se disent que comme l'armée française n'est plus là, ils peuvent attaquer à gauche, à droite. On a vu récemment au Niger des attaques des djihadistes parce qu'ils se rendent compte que maintenant que les autorités du Niger sont plus focalisées sur la politique et tout le reste, eh bien, ça nous profite. Donc, qu'est-ce que les djihadistes font? Ils font des attaques. Donc, si tu es vraiment là pour aider quelqu'un et que la personne te dit « je ne veux plus de ton aide », une aide qui te coûte 2,4 millions d'euros par jour, tu décides de rester, de continuer de payer 2,4 millions d'euros par jour, il ne faut pas nous prendre pour des cons. C'est que tu as des intérêts là, que tu veux défendre à tous les prix, à tous les coups. Quels sont donc ces intérêts? On nous a fait comprendre que l'uranium du Niger ne valait rien. On nous a fait comprendre que le Niger, le président d'ailleurs lui-même, Bazoum, a dit que le Niger ne livre que 2000 tonnes par an. C'est rien du tout, c'est ridicule. Le Niger a plus besoin de la France que la France a besoin du Niger. Parce que le président du Niger disait, drôle de manière de parler d'un partenariat commercial. Donc en fait, c'est même pas de la pitié. La France est là par pitié. Bon, si elle est donc là par pitié, quelle est cette pitié qui coûte des militaires français? Quelle est cette pitié qui coûte des millions et des millions à la France? Quelle est cette pitié qui coûte le ridicule à la France? Parce que tout le monde dans le monde entier regarde cette position. Moi, j'étais en Inde récemment et les médias indiens sont très dubitatifs par rapport à ce que la France est en train de faire. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Tout le monde se pose cette question. Donc, tu es exposé dans un monde dans lequel l'image compte énormément. Tu as cette posture de quelqu'un qui est l'ancien colonisateur dont on veut se passer. Tu as le discours officiel que tu tiens dans lequel tu dis que cette France-Afrique, elle est terminée. Mais dans les faits, on te demande de partir. Tu dis que tu ne pars pas. Tu es prêt à payer des millions d'euros pour rester. Tu es prêt à salir ton image. Tu es prêt à endosser le ressenti que tu vas créer auprès de tout un continent. Tu es prêt à tout ça au nom de la démocratie. Pour la lutte contre le terrorisme. Tu veux lutter contre les 1500 militaires français, ils ne luttent contre rien du tout. Ils sont dans leur base. Ils ne sont en train de lutter contre rien du tout. Donc, pourquoi rester? Si vous connaissez les véritables raisons, les véritables intérêts, les raisons cachées, ça nous intéresse. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'uranium.
Ce n'est clairement pas qu'une histoire d'uranium. C'est beaucoup plus que ça. Et j'aimerais bien que l'on sache de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Si vous avez les réponses, dans les commentaires, je vous lis, j'ai hâte. Mais ne venez pas nous faire croire qu'on paye 2,4 millions d'euros par jour pour lutter contre le djihadisme dans un pays dans lequel on est hostile, dans lequel on chasse l'armée française, dans lequel des Français courent le risque d'être tués, un pays qui chasse l'ambassadeur, un pays qui est littéralement hostile et opposé. Et on reste quand même au nom de la démocratie. Au nom de quoi alors? Des valeurs, de la démocratie. Comment ça va se terminer cette histoire? Est-ce que c'est un prétexte pour que l'armée française intervienne militairement dans ce pays? On en vient à se poser beaucoup de questions. En tout cas, votre analyse dessus m'intéresse. À très bientôt.